professeur Reja Rahali, qui aujourd'hui sera là en tant que président de la Société tunisienne de médecine physique et réadaptation fonctionnelle, et le professeur Neila Bali, qui est directrice de l'Institut supérieur de l'éducation spécialisée, mais qui est aussi du domaine du sport. Donc, je vous laisse modérer cette séance sur les blessures musculaires. Merci. Merci, Madame Ziri. Donc, on remercie tous les courageux qui continuent avec nous cet après-midi, très intéressant, sur les blessures, prévention et prise en charge. Donc, on va commencer par professeur Faisal Khashnewi, qui va nous parler des nouvelles orientations de la classification de ces blessures musculaires. Merci, Madame Salah. Bienvenue à tous les présents. Et je remercie toute l'équipe de la Société tunisienne de médecine de sport pour ce dynamisme, pour arriver à organiser un congrès de cette façon dans les conditions actuelles. Ceux qui l'ont pas essayé, ils ne peuvent pas se rendre compte de ces difficultés, mais je pense que jusque-là, les choses se passent très bien. Il m'est un peu difficile de présenter ce que je vais présenter pour une raison simple, parce que je vais parler de la classification des lésions musculaires et les classifications des lésions musculaires, tout le monde maintenant les connaît, tous ceux qui ont touché au sport, tous ceux qui ont accompagné des sportifs, ils ont utilisé ces classifications et on a des classifications qui sont adoptées à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, que tout le monde connaît. Pour commencer, lésions musculaires, quand on revient à la base, le diagnostic jusqu'à la reprise, normalement, un des critères majeurs, c'est la douleur. Douleur à l'étirement, douleur à la palpation, douleur à la contraction résistée. Et parfois, dans nos comportements devant ces lésions, on oublie cette notion de douleur et on part un peu vers la radiologie, vers l'histologie. D'accord ? Ceux qui ont essayé de prendre en charge ces lésions sur le terrain, ils peuvent vous dire, ils peuvent se rendre compte qu'il y a des questions qu'on peut se poser. La notion de mécanisme. Les mécanismes peuvent modifier la façon de voir ces lésions au niveau de leur diagnostic, au niveau de leur traitement, au niveau de leur pronostic et les propositions de reprise de l'activité sportive. En plus de ce mécanisme, quelle structure est touchée? On sait que toutes les classifications ont dit qu'il y a une différence entre le tendon, le fibre, l'importance de lésions au niveau de ce tissu conjonctif qui différencie un peu au niveau de la gravité. Mais autre fait très important, ceux qui ont eu cette expérience sur le terrain, ils peuvent vous dire que ce qu'on considère comme courbature, comme contracture, où on ne trouve rien sur la radio, il n'y a pas de lésion structurelle, il représente la grande majorité de l'énergie dépensée par ceux qui soignent des sportifs. Mais on oublie d'en parler parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça représente également. Donc, il y a cette notion de structurel et fonctionnel qu'il faut prendre en considération devant la prise en charge de ces lésions musculaires. Quel muscle est touché? On sait que le biceps fémoral, comme muscle du groupe des ischio-jambiers, il n'a pas le même impact sur l'activité sportive qu'une lésion d'un semi-tendineux ou une lésion d'un adducteur qu'on peut couper en cas de rétraction dans le cadre d'une prise en charge d'une pubalgie. D'accord? Les tendons des demi-tendineux, il peut être enlevé pour une chirurgie d'un ligament croisé. Donc, ce n'est pas la même valeur quand on a le muscle qui change. Quel siège de la lésion? On sait qu'au centre du muscle, il y a plus de fibres. Et tout le monde est d'accord que la lésion de ces fibres n'a pas la même valeur qu'une jonction musculo-tendineuse qu'au niveau de ce biceps fémoral. La lésion du tendon au niveau de l'insertion, au niveau de l'ischion, n'a pas la même valeur que
de gravité que la lésion au niveau du tendon distal. La récidive, on sait tous que c'est toujours une grande appréhension quand on soigne pour empêcher la récidive. Pourquoi on cherche à empêcher la récidive? Parce que c'est toujours un problème majeur. Et donc, il y a ces questions qu'il faut toujours se poser devant ces douleurs musculaires qui sont les témoins d'une souffrance d'un muscle. Et j'ai ajouté un etc. pour ne pas vous encombrer un peu trop les esprits, parce qu'on sait que la même lésion chez deux sportifs différents, dans deux sports différents, peuvent changer. Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Pour revenir à l'historique, on trouve des classifications. Les premières que j'ai trouvées, ça date de 1980, où on a parlé de simple étirement, de déchirure partielle, de déchirure complète. Par la suite, la barrière, il a développé un peu cette classification, où on a ajouté surtout ces DOMS, des douleurs globales musculaires qui apparaissent de façon un peu retardée, ce qu'on appelle communément les courbatures du lendemain, et sur le plan structurel et histologique, anatomopathologique, les gens ne les connaissent pas. On les soigne, mais on ne sait pas. On traite des douleurs, comme ça, comme on traite la lombalgie, et ça passe. De façon un peu plus précise, la classification de Duret et Rodino, qui est la plus adaptée, la plus connue par tout le monde, 5 stades plutôt, de 0 à 4. Et si je prends par exemple, parce que là, ça devient un peu délicat, remettre en question ou discuter la classification de Rodino qu'on a longtemps utilisée et que tout le monde utilise, ça reste quand même un peu difficile. Mais si je vous dis, si on prend par exemple le stade 3, d'atteinte irréversible de nombreuses fibres musculaires, avec atteinte marquée du tissu conjonctif, est-ce que ces données, ils ont la même valeur s'ils surviennent sur un biceps et sur un droit antérieur ou sur un adducteur? On peut se dire que c'est pas évident. Est-ce que quand ça survient la première fois ou que ça survient la troisième fois, elle a la même valeur? Donc il y a des choses qui peuvent un peu manquer. De toute façon, toutes les classifications sont basées sur ces données un peu histologiques, microscopiques, où on n'oublie jamais que ce muscle, il a des structures de composition, où on a les fibres, les septums, les épimysiums, mais toujours, la majorité de ceux qui ont accompagné ces lésions musculaires, ils ont insisté sur les aponevroses, les septa, les aponevroses périphériques, les tendons. Quand on essaye d'aborder le cadre plutôt dans le cadre nosologique, au lieu de parler de muscles, on a commencé à parler de unités tendino-musculaires pour intégrer cette structure, cette charpente fibreuse qui forme les aponevroses et les tendons. Et donc, on parle de charpente fibreuse fascia, partie contractile centrale, tellement on a donné de l'importance à ce tissu fibreux. Il y en a qui ont allé jusque-là. Est-ce qu'on parle d'un muscle, de 600 muscles, ou plutôt d'un muscle et beaucoup de tissus fibreux? Parce que c'est ça qui donne la valeur pronostic au niveau de la lésion, de son traitement et de son évolution. À partir de 2012, on a commencé à dévier un peu au niveau de notre façon de voir ces lésions. Au lieu de parler de chaîne os, tendons, muscles, on parle plutôt de squelette tendino-aponevrotique, c'est-à-dire os, tendon, os, et la fibre qui ne pose pas réellement beaucoup de problèmes au niveau de la gravité. Quand elle est touchée, elle est un peu négligée. Donc on parle de os, tendon et os. Mais derrière tout ça, ma façon de voir les choses, je me dis toujours que toutes
les maladies, ça tourne en grande partie autour du nerf et du vaisseau. Quand on a une bonne innervation et une bonne vascularisation, tout peut cicatriser, tout peut être traité. Même les antibiotiques qu'on donne, on compte sur l'arrivée vasculaire qui va les ramener là où ils doivent être. Et cette notion de vaisseau et de nerf reste quand même dans les classifications qui ont été proposées, reste un peu négligée. À partir de là, et quand on revient à ces questions, on trouve que c'est tout à fait légitime, c'est justifié de se poser des questions quant à l'adoption de façon comme ça de ces classifications qui ont été proposées. Quand on cherche maintenant, on trouve qu'il y a des nouvelles orientations, des nouvelles idées. C'est sûr que ça ne va pas à l'échelle que ça soit adopté, utilisé aujourd'hui, mais ça ouvre les horizons sur des réflexions, peut-être qu'avec le temps, quand ça sera étudié et que sa valeur sur le plan, sur le terrain, va avoir une clarté, peut-être que ça va faire le futur de ces classifications musculaires. Ce que je vous propose au début, c'est une classification qui a été proposée par l'équipe médicale de Barcelone et Aspitar, malgré que je vous assure que je ne suis pas du tout fan de Barcelone, mais sur le plan scientifique, j'ai trouvé que c'est très intéressant, d'accord, où ils ont intégré plusieurs aspects au niveau de la lésion musculaire. Tout d'abord, le mécanisme. Ils ont séparé mécanisme direct, mécanisme indirect. Et ils ont ajouté la notion de localisation. Et là, au niveau de la localisation, on trouve du proximal, du médial, du distal. Au niveau de l'indirect, au niveau du tendon, au niveau distal, proximal et d'autres. Et donc, déjà, vous voyez qu'on donne de l'importance à ces aspects de localisation qu'on connaît tous que ça change au niveau de la prise en charge et au niveau de la gravité des lésions. En plus de la localisation et du mécanisme, ils ont intégré le grade de lésion. Et le grade de lésion, il est proposé selon la surface de section de la zone qui est touchée. On trouve un pourcentage. Et après, ils ont ajouté, élément très important, la notion de récidive de lésion. Est-ce qu'il y avait une lésion avant ou non? Parce que ça change la façon de voir et ça change le pronostic fonctionnel. En plus de cette classification, là, je vous ai mis beaucoup de noms, juste pour vous dire que c'est du costaud. C'est un travail qui a été plutôt fait pour une décision consensuelle où on a intégré beaucoup de grands, de tout le monde. D'accord? On trouve les Australiens, les Américains, ce travail, il a abouti à une classification un peu différente de ce qui a été proposé, mais qui rejoint un peu une réponse à ces questions que j'avais posées tout à l'heure. On trouve les lésions indirectes musculaires. On commence par des désordres fonctionnels. Croyez-moi que sur le terrain, c'est les désordres fonctionnels qui prennent le plus d'énergie au niveau des soins. Ce n'est pas la lésion, parce qu'on parle de déchirure, mais on traite déjà des centaines de sportifs qui ont des courbatures, qui ont des douleurs musculaires de récupération. D'accord? Et ces désordres fonctionnels, le type 1, c'est les syndromes de surmenage, où on trouve ce qui est induit par la fatigue ou les douleurs retardées du lendemain, d'accord? Les courbatures musculaires. Le type 2, on introduit plutôt la notion de neuromusculaire. Le neuromusculaire, que ce soit local musculaire ou on sait très bien, on a beau parler des dérangements intervertébraux, ce qui est traité par des techniques ostéopathiques, des fasciathérapies, on le traite, mais on n'y pense pas au niveau des classifications. Et donc, on trouve ce qui est lié à des ordres neurologiques musculaires, mais également ce qui est lié à un désordre neurologique d'origine vertébrale. Là, on entre dans ce qui est structurel, lésions anatomiques
objectivées par les explorations. Donc on trouve le type 3, les lésions partielles, minimales ou modérées, et dans le structurel aussi, on intègre le stade 4, où c'est des lésions totales ou subtotales, et on les divise entre lésions au niveau du tendon et lésions au niveau du corps musculaire. En plus de tout ça, on a les lésions indirectes, les lésions musculaires indirectes, où on trouve les contusions et les lacérations. Et donc, je trouve que ça fait un peu plus le tour de ce qu'on croise sur le terrain que les autres classifications proposées. Le même groupe qui a établi cette classification, il a fini par donner des détails cliniques, de localisation, des aspects radiologiques sur ces lésions. Par exemple, quand on prend le type de A, c'est des contractures musculaires douloureuses qui s'aggravent avec l'activité et qui disparaissent au repos. Et mon ami docteur Ami, ça va vous parler un peu des aspects radiologiques tout à l'heure. On dit que l'échographie et l'IRM sont négatifs ou parfois, on peut trouver un léger œdème. Tous les détails de ces aspects, de ces catégories de classification de ces items, vous pouvez les trouver sur ce tableau, je peux vous le faire passer, sinon vous avez la référence, vous pouvez le retrouver facilement. Un fait très important, c'est que sur cette classification, on insiste sur quelque chose de très important, c'est l'aspect d'exploration radiologique. C'est pas n'importe comment. On exige des IRM de 1,5 à 3 Tesla minimum, des localisations cliniques et échographiques, une bonne résolution spatiale et même des repères cutanés pour aller faire les coupes de façon sérieuse et précise pour être capable de les voir comme ça doit être vu, comme on a envie de les voir. Et à partir de cette classification, ils sont partis même à proposer un diagnostic de localisation. Et vous voyez, quand on s'intéresse aux ischio-jambiers, normalement le type 1A, c'est corps musculaire, le type 1B, on le trouve sur plusieurs muscles, c'est les courbatures, ça ne peut pas toucher un seul muscle, les douleurs du lendemain, d'accord? Les lésions de tiraillement à stade 4, normalement, on les trouve plutôt au niveau des jonctions muscles-tendons, et c'est très rare de les trouver au centre de muscles. Bon, je vais m'arrêter là, je n'ai pas préparé de diapo de conclusion, parce que je pense que c'est plus laisser les horizons ouverts. J'espère que le message est passé, qu'il y a une dynamique de réflexion pour dire que les classifications qu'on a utilisées jusqu'à ce jour, elles sont bien, mais si on peut être meilleur, pourquoi pas? Et je vous remercie.